on va repasser en français avec Florence, que je te laisse présenter. Tout à fait. Alors Florence est la spécialiste, une des grandes spécialistes du transfert de technologie. Ça tombe bien puisqu'on en parlait avec Alon et sur ce besoin de connexion forte entre la recherche et le développement clinique qui est justement l'un des domaines clés d'expertise de Florence, qui a créé et dirigé notamment le transfert de technologie de l'AP-HP. Elle a aussi participé à la création d'une société qui s'appelle Sparring Vision et elle est aujourd'hui fondatrice et dirigeante d'une société qui s'appelle Mirfarm Advisors. Elle va venir nous parler à la fois de son parcours et de l'importance justement de cette recherche translationnelle. On accueille Florence. Alors Florence, ravie de te retrouver, vraiment. Une première question pour toi, Florence. Quelle est la place du transfert de technologie de la recherche académique dans le développement de solutions innovantes disruptives? Dis-nous tout. Bonjour d'abord, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je sais que vous êtes nombreux. Merci pour cette invitation. Je tiens, avant de répondre à votre question, à vraiment replacer cette intervention parce que je trouve que ce que fait le Ternion France pour justement mettre en lien les universités françaises et les écoles de formation françaises avec les universités à haut classement académique, puisque maintenant c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça veut dire qu'on est en train de relier finalement la recherche avec la publication, mais pas seulement, l'innovation, les brevets et les sociétés qui en découlent. Parce que je rappelle que, et j'aime bien le dire, dans un classement international, c'est bien de regarder les publications scientifiques, c'est toujours bien de regarder aussi le nombre d'entreprises qui sont créées, et je trouve que c'est très inspirant pour les universités françaises de regarder ce qui se passe à l'international. Et quand on parle de transfert de technologie, on ne peut pas parler de transfert de technologie en France. Il faut parler de transfert de technologie au niveau international. Et donc, le but du transfert de technologie, c'est pas seulement de déposer des brevets, et je pense que Jacques Léviner le dit et le redit, on a eu longtemps un réflexe de faire des bibliothèques de brevets, on s'en fiche complètement d'avoir beaucoup de brevets. Tant qu'on a des bonnes publications scientifiques, ça veut dire qu'on a des bons chercheurs dans son organisme. Ce qui est important, c'est de savoir en quoi cette recherche disruptive, puisque quand on dépose un brevet, c'est qu'on doit être vraiment différenciant par rapport aux autres et absolument pas évident. Eh bien, en quoi cette recherche va permettre la vraie innovation? La vraie innovation, ce n'est pas un titre de brevet international. La vraie innovation, c'est un produit, donc quelque chose qui va pouvoir être valorisé au sein d'une entreprise. Alors, le transfert de technologie, puisque vous en parliez, ça a été classiquement, pendant des années, de finalement proposer à des entreprises qui existent déjà des solutions innovantes pour qu'elles les intègrent dans leur process de développement. Alors, il se trouve que quand c'est extrêmement disruptif, et notamment dans le domaine de la science humaine et des maladies rares ou des maladies orphelines, des maladies pédiatriques, on a un peu de mal, certaines fois, à avoir des industriels qui veulent bouleverser un peu leur cycle de développement pour développer cette innovation qui sort de nulle part, souvent d'équipes académiques. Et en France, on a un grand lien dans les CHU entre les équipes de recherche, INSERM, CNRS, universités et les médecins des hôpitaux. Et souvent, des innovations de repositionnement comme ça ou de médicaments orphelins ont du mal à trouver une valorisation au sein d'une grande entreprise qu'on appelle un grand labo pharmaceutique. Et c'est pour ça que se sont créés, à l'instar des grandes universités américaines qui l'ont fait beaucoup pour la technologie et le digital, eh bien, beaucoup de start-up innovantes en santé. Depuis les années 2000 à peu près, on a transposé en France, avec 10 ans de retard, ce qui avait été fait aux États-Unis avec le Bayh-Dole Act, de se dire, vous êtes chercheur dans une université, vous êtes bloqué parce que vous voulez en même temps créer une entreprise et garder votre poste à l'université, eh bien, on va vous faciliter la vie et on va vous permettre d'avoir un pied dans les deux, c'est-à-dire de continuer à faire votre recherche. Et je précise quand même, à la grande différence de la France, c'est que les directeurs d'unités de recherche aux États-Unis passent la moitié de leur temps à chercher de l'argent pour financer leur recherche, qui est un peu différent par rapport à la France, et puis de garder un autre pied dans votre entreprise et de pouvoir la développer. Et c'est comme ça qu'on a vu naître des géants, des startups qui étaient des startups qui sont maintenant les GAFA, qui sont des grandes entreprises internationales. Mais tout ça, c'est des innovations de Stanford, de Berkeley, de Harvard, d'universités. Et
dans le domaine de la santé, puisque c'est le sujet de la médecine aujourd'hui intelligente et durable, eh bien, on a absolument la même chose qui s'est passée. On a eu besoin de créer des startups pour développer des produits de niche, et notamment dans le domaine des biotechnologies. Et c'est souvent des startups qui ont posé les premiers jalons d'approches thérapeutiques complètement disruptives, notamment dans la thérapie génique, dans la thérapie cellulaire et maintenant dans les CAR-T. On voit que ce sont des entreprises plutôt de taille petite, fondées un peu from scratch avec les inventeurs au démarrage et des soutiens assez proches pour créer ces boîtes. Donc le transfert de technologie, c'est ça, c'est vraiment pouvoir valoriser en innovation je dirais des belles publications scientifiques, mais finalement c'est trouver une solution. Et alors ce qui m'a intéressée pendant 10 ans, c'était comment on allait pouvoir apporter des solutions thérapeutiques aux patients avec cette approche innovante. Et on en parlera peut-être après, mais on a beaucoup d'écueils pour développer encore plus ça, et on en parlera aussi peut-être sûrement avec Elsie qui a fait un gros travail avec France Biotech sur ce sujet-là. Mais la première, je dirais, si j'avais une baguette magique pour développer un peu plus le transfert de technologie, je dirais que la culture de l'innovation, la culture du brevet, c'est vraiment la base, et on ne l'apprend pas assez dans nos universités. C'est pour ça qu'on a créé à la fac de pharmacie depuis 2014 un enseignement dédié sur la propriété industrielle et l'entrepreneuriat, parce qu'on ne peut pas développer des médicaments innovants, on ne peut pas apprendre à soigner sans avoir un minimum de connaissance de ce qu'est la propriété industrielle, qui est un asset fondamental pour les entreprises, mais aussi pour les investisseurs. Les investisseurs n'investissent pas dans des sociétés qui n'ont aucun asset ou qui pourraient avoir des MeToo concurrents dès le lancement du produit. Donc ça, c'est vraiment fondamental, la culture de la propriété industrielle. Alors après, on peut parler de tous les problèmes qui font que pourquoi les boîtes ne se développent pas assez rapidement et pourquoi il n'y en a pas assez, ça on en parlera. Mais d'abord la culture, et puis la culture aussi bien au niveau des chercheurs et des gens qui sont tout proches de l'innovation, mais aussi au niveau de l'administration, qui est un petit peu au-dessus et qui doit comprendre cet enjeu majeur. Et je pense que la pandémie que nous passons, on ne peut pas dire que nous avons passé, parce qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, mais a montré à quel point on avait un déficit, on va dire, national de production et d'indépendance sanitaire, parce que justement, nos belles entreprises, nos belles pépites, elles se font financer à l'extérieur, et puis finalement elles deviennent des filiales ou d'autres grands groupes, et de toutes les façons elles sont plus sur le sol national. Alors quand en plus on doit développer des médicaments innovants extrêmement rapidement, des vaccins extrêmement rapidement, on est confronté directement là dans le vif du problème. Et alors du coup, justement, quels sont les dispositifs? J'imagine qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent aider les jeunes chercheurs et les startups à se développer. Il y a des dispositifs privés, publics, semi-publics. Quel type d'impact est-ce que ces dispositifs peuvent avoir? Quels sont-ils? Et aussi une question qu'on pose beaucoup justement dans le cadre de cette pandémie, quelle place de l'Europe? On a beaucoup vu la force d'une grande puissance comme les États-Unis, également pour financer et accélérer l'innovation. Quelle place de l'Europe aujourd'hui et quelle ambition pour l'Europe? Alors, sur les dispositifs qui existent en France, je dois dire qu'on a vu la différence avec la création de BPI France, qui est une émanation de la Caisse des dépôts, l'OSEO, etc. Il y avait des choses qui étaient déjà faites pour l'innovation, mais vraiment, je pense que BPI a lancé vraiment une dynamique extrêmement forte pour l'entreprise et pour l'entrepreneuriat, et alors notamment en santé. Alors, d'abord, le ministère de la Recherche également a fait un effort avec le concours pour l'innovation, le fameux iLab, qui existait depuis longtemps, et qui est devenu de plus en plus, on va dire, professionnel, sélectif sur les fameux critères dont je parlais, la propriété industrielle, l'équipe qui va mener cette entreprise, parce qu'il faut parler aussi d'équipe, ça c'est très important. Les fondateurs scientifiques, c'est toujours très bien, mais c'est important d'avoir aussi une équipe professionnelle, expérimentée, qui a déjà levé des fonds, qui connaît l'écosystème de l'innovation, qui va pouvoir mener cette entreprise au succès. Et c'est vrai que ce concours sur l'innovation a été quand même un formidable booster. Et puis après, il y a eu ce fameux rapport de Tambourin et Bella qui a mis le point sur le fait qu'on avait un pays absolument magnifique en termes de formation scientifique, mais que par contre, en termes d'entrepreneuriat, on était les derniers de la classe. Donc ça a été
un premier coup de booster. Vous vous rappelez de Fleur Pellerin qui avait lancé, qui a été la première ministre de l'innovation, c'était quand même quelque chose. Et il y a eu ce concours sur l'innovation qui a été lancé. Donc maintenant, on a un dispositif à 3 niveaux au niveau de BPI France et du ministère de la Recherche. Donc ePhD, qui est un concours destiné aux PhD pour lancer leur entreprise, iLab pour les entreprises qui se créent, Innov pour des financements plus importants. Donc je trouve que ça a été important et ça a donné beaucoup d'aide aux entreprises à se créer. Alors après, évidemment, BPI finance beaucoup d'autres appels à projets, des programmes complexes. Et vous parliez de l'Europe. L'Europe est pour moi un élément extrêmement important. D'abord par les appels à projets qui existent destinés aux small and medium entreprises, donc les SME, avec là la possibilité de lever des fonds beaucoup plus importants. Et j'aimerais parler aussi de l'initiative qui est lancée par l'EIT ELF et qui va être bientôt communiquée avec le Venture Center of Excellence, qui va permettre de lever un fonds d'1,2 milliard et qui va pouvoir permettre des investissements de syndicats d'investisseurs pour des projets importants. Et c'est extrêmement important qu'on finance au niveau européen des startups européennes pour justement qu'elles évitent de partir. Alors, il manque encore du financement de large venture, on en reparlera sûrement, mais il y a énormément de dispositifs. On a vu l'éclosion des accélérateurs et des incubateurs au-delà de ceux qui avaient été créés par la loi Allègre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mobilisation autour de l'aide justement des entreprises et il faut maintenant passer le cap de faire de ces entreprises des entreprises plus grosses. Et surtout, la spécificité de ces startups, c'est qu'elles sont souvent monoproduits. Et il faut qu'on arrive à créer des géants, c'est-à-dire des entreprises qui sont un peu plus larges et qui ont plusieurs projets, peut-être dans la même filière, mais pouvoir créer des entreprises qui vont pouvoir être plus crédibles, entre guillemets, vis-à-vis des investisseurs étrangers. Alors, tu as vu, Florence, si tu as suivi depuis ce matin, et puis c'est également l'intitulé de notre journée, on parle beaucoup de responsabilité. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée responsable du Technion de France, et on parle de cette notion de responsabilité, devoir rendre des comptes aussi, être responsable d'une situation, mais devoir rendre des comptes. Qu'est-ce que ce serait pour toi, finalement, un transfert de technologie dans un monde idéal responsable? Alors oui, c'est pas récent du tout qu'on parle de transfert de technologie responsable. Je vous rappelle que le transfert de technologie tel qu'on l'entend, c'est vraiment un problème de riches, j'aime bien dire, parce que quand on a des belles universités et qu'on a plein de brevets, comment on va le transférer de façon optimale, c'est toujours un problème, mais ça reste un problème de gens qui ont des belles universités. Et depuis longtemps, l'IRD, qui s'occupe justement des pays émergents, réfléchit à du transfert de technologie qui soit peut-être un peu moins high level, on va dire, mais il y a des pays qui ont besoin d'avoir accès à des technologies qui sont disponibles. Et donc, il y a tout un travail qui est fait pour permettre justement à des populations d'accéder à des technologies, alors ne serait-ce que le développement de la 3G ou de réseaux dans des contrées où simplement le téléphone était un problème. Donc ça, pour moi, c'est le transfert de technologie responsable, c'est-à-dire de se dire à quel moment telle technologie, je vais pouvoir l'utiliser dans des pays qui sont vraiment pas au même niveau de production scientifique. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est du devoir des organismes qui font du transfert de technologie d'aller le voir. Et on avait travaillé avec l'IRD très longtemps. On avait mis en place un partenariat entre l'assistance publique, justement, et l'IRD sur ce domaine-là. Et puis enfin, pour moi, être responsable, c'est aussi être dans une durabilité. Et je pense que le repositionnement de médicaments anciens qui sont abandonnés par les laboratoires parce que on a développé des nouveaux médicaments, on préfère... Et c'est bien logique, un laboratoire préfère travailler sur des molécules brevetées que sur des molécules qui ne le sont pas. Et donc réfléchir à comment repositionner des anciennes molécules sur des indications peut-être orphelines, qui n'ont pas du tout le même nombre de patients à travers le monde. Et bien ça, je pense que c'est de notre responsabilité à tous de réfléchir. Il y a certains laboratoires qui le font. L'AFM l'avait fait aussi sur des maladies neurodégénératives, d'essayer de voir quelles molécules on pouvait reprendre de laboratoires qui allaient être abandonnés. Nous l'avons fait à l'assistance publique aussi sur des médicaments antiparasitaires qu'on a repositionné dans certaines autres pathologies et on le fait actuellement et d'ailleurs pas mal de sociétés le font aussi dans les médicaments de l'hyperactivité, des troubles de l'attention. Donc la durabilité, ça fait partie pour moi aussi de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'innovation. Alors, je vois que nous avons 2 questions de participants. Est-ce que, Elsie, tu veux poser la première? Tout à fait. Alors, Florence, comment comparez-vous ce que vous venez d'exposer à ce qui est fait dans d'autres pays au niveau du transfert de technologie ?
Alors, moi, je peux juste comparer et par rapport à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que quand on a décidé de créer le transfert de technologie à l'assistance publique, à l'époque, c'était Laurent Degausse qui a été président de la Haute Autorité de Santé, qui dirigeait la recherche clinique à l'assistance publique. On a fait un tour de ce qui se faisait aux États-Unis. Donc, on a, nous, tout simplement benchmarké ce qui marchait aux États-Unis. Et ce qui marchait, c'est d'être simple et direct, d'avoir un interlocuteur facile pour les chercheurs, les inventeurs, parce que ça reste encore compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui a plusieurs casquettes, universitaires, hospitaliers, CNRS, etc., de savoir à qui il s'adresse. Donc ça fait partie des recommandations aussi pour faciliter le transfert de technologie. Donc ça, on doit l'améliorer en France, ça c'est évident. Avoir aussi quelque chose qui est plus pratique sur le fait que les brevets, souvent, c'est des copropriétés comme des immeubles. Et donc, trouver un syndic de copropriété, c'est quand même quelque chose de très facile et ça serait bien pour les industriels qui veulent avoir des licences. Donc ça, c'est des points qu'on n'a pas améliorés en France et qu'on doit faire. Et puis sinon, par rapport aux autres pays, c'est le volume. Il faut augmenter le volume, donc augmenter la culture d'innovation, développer plus d'innovation. Et puis surtout, avoir des agences qui permettent d'aller très très vite dans l'évaluation scientifique et dans le positionnement des besoins. Et je pense que ça fait partie des propositions du plan HealthTech avec l'Agence de l'innovation. Et c'est des choses sur lesquelles on pourra travailler parce que on est aujourd'hui dans une journée Ternion, donc si on compare à ce qui se fait en Israël avec un Chief Scientist Officer qui permet justement d'homogénéiser, on va dire, la politique industrielle et le financement et quelles sont les règles pour les retours de brevets. C'est des choses qui doivent être faites de façon plus homogène pour tout le monde. Et puis on s'améliorera. On n'est pas les derniers, mais on n'est pas super bien classé, donc on a vraiment à s'améliorer. Entendu, merci. Une autre question de notre audience. Quels sont les freins pour un développement plus large de start-up innovantes en santé? Vaste question. Alors là, je vais répondre avec Elsie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la France Biotech, qui est l'association qui regroupe les entreprises de biotech, medtech et e-santé françaises, a présenté il y a quelques semaines le plan HealthTech, justement pour comment faire pour répondre à votre question, faire en sorte qu'on développe des géants, faire en sorte qu'on soit plus proactif sur la création de start-up innovantes, avec 3 grands points. Je vais passer vite, mais l'attractivité, comment faire en sorte qu'on puisse faire plus d'essais cliniques, comment faire que développer des filières et industrialiser un peu ces entreprises, et puis la pression administrative, comment faire en sorte que ce ne soit pas un frein pour faire venir des entreprises en France et permettre aux entreprises françaises de se développer. Donc je pense que c'est Elsie qui va plus répondre à ça, puisqu'elle a contribué à ce rapport. Avec plaisir. Je vais aller dans le même sens. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un rapport qu'on avait déjà fait en fait en 2017 avec le BCG, le Boston Consulting Group. Et en 2017, on disait qu'on pensait qu'on était sur le point de faire émerger des grands leaders d'envergure mondiale en France. On s'est tous regardés récemment, on s'est dit, on est en 2021, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Les entreprises que l'on voyait émerger finalement sont restées au même niveau, ou en tout cas ne sont pas passées à l'échelle mondiale. Et puis évidemment la crise récente a montré qu'on n'avait pas non plus surperformé par rapport aux autres nations sur la recherche du vaccin. Donc avec le BCG, avec BPI, France Biotech, on s'est reposé la question des derniers freins à lever pour faire émerger des leaders en France. Et donc il y a tous les points que Florence a cités. Il y a effectivement ce besoin de cohérence et de clarté des politiques d'accompagnement. Et puis il y a aussi, c'est intéressant parce qu'Alon en parlait, cet effet de vortex et de quelque part cercle positif, cercle vertueux qu'on a besoin de créer. Il faut avoir des premiers leaders qui émergent pour crédibiliser la France dans le domaine de l'innovation et être capable de faire venir des talents qui peuvent venir de l'étranger, par exemple, sur des sujets que Florence connaît bien, comme la bioproduction, sur des sujets comme la qualité, comme la production de médicaments, qui sont des choses très techniques sur lesquelles, typiquement, on n'a pas aujourd'hui la profondeur de ce qu'on appelle le talent pool, ou des ressources et des compétences en France. Et ça, c'est vraiment un frein qui est à notre portée pour le lever, puisqu'il s'agit de réussir à attirer les bonnes personnes. Donc il y a évidemment la prise de conscience, le fait d'aller les chercher, et puis il y a aussi des incentives éventuellement publics à mettre en place pour que ces personnes puissent venir. Voilà. Et puis il y a, bien sûr, comme le disait Florence, tout ce qui est simplification du cadre administratif, agilité dans les essais cliniques. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment, voire pas du tout, parmi les premiers, même en Europe, sans parler des États-Unis, sur ce domaine-là. Donc il y a vraiment cette notion
notions d'agilité un peu tout au long de la chaîne de l'innovation en santé sur laquelle il faut travailler. C'est un problème qui est bien identifié et il y a déjà des groupes de travail, il y a des évolutions de la réglementation. Le CSIS avait déjà identifié un certain nombre de ces axes la dernière fois et je pense qu'il reviendra probablement dans quelques semaines. Mais c'est vrai qu'on a besoin peut-être d'une agence ou en tout cas d'un Chief Scientist Officer ou d'une instance qui puisse vraiment suivre cette transformation et l'appuyer dans la durée. Ouais, et puis surtout, si on crée une nouvelle instance, peut-être supprimer d'autres instances parce qu'on est quand même les spécialistes du millefeuille. Et donc, à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, on n'enlève pas ce qu'il y avait avant. Ouais. Donc, ça devient toujours très, très illisible. Donc, je pense que pour gagner en compétitivité internationale et pour avancer, pour renforcer ces entreprises, on a besoin de simplifier. C'était une des volontés. J'avais entendu dans les campagnes présidentielles la simplification administrative. On n'a pas vu encore... beaucoup d'actes là-dessus, mais franchement, pour les entreprises, c'est très, très compliqué. Ouais. On a la chance d'avoir du crédit impôt recherche, on a la chance d'avoir le statut de jeune entreprise innovante. Ça a beaucoup aidé les entreprises à travers cette crise qui a été très difficile et on doit saluer quand même tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement sur le PGE pour aider toutes ces entreprises innovantes de biotech. Mais après, il y a toute la couche administrative et réglementaire et dans le domaine de la pharmacie, des biotechnologies et du medtech, la pression réglementaire est très importante. On ne lance pas une application Internet, on ne lance pas un nouveau outil connecté. Et encore, s'il était médical, ça serait compliqué. Donc, on a besoin d'aider toutes ces entreprises pour qu'elles puissent être compétitives à l'international. Une FDA arrive à se mettre en orge de marge et à mettre les dossiers au-dessus de la pile et de faire des fast-track administratives. On doit pouvoir le faire. Alors, on peut le faire au niveau européen. Hein. On a une agence européenne des médicaments, mais on a besoin d'avoir vraiment ce positionnement fort de la France au sein de l'agence européenne pour pousser toutes nos entreprises. Et je pense que ça, c'est une volonté politique qui d'ailleurs est bien comprise par les pouvoirs publics et par le ministère de l'Industrie, qui soutient d'ailleurs activement France Biotech et la filière. Mais on a vraiment besoin de cette simplification pour redevenir attractif sur les essais cliniques. Tout à fait. Merci à toutes les deux. C'était vraiment passionnant. Toujours un plaisir de vous avoir.